ce festival qui s'appelle Pour la suite du monde. On est à notre 2e édition cette année. L'idée de ce festival est de faire se rencontrer les arts, la philosophie, l'environnement, pour se questionner collectivement sur la suite du monde, sur qu'est-ce que l'on souhaite bâtir, quel possible on souhaite ouvrir, comment modifier notre regard sur le monde pour peut-être faire émerger de nouvelles ou d'anciennes façons de coexister et de collaborer pour que tout ça se puisse et continue de se pouvoir ensemble. Alain Deneau, mesdames et messieurs, donc philosophe qui habite dans la péninsule acadienne. Très important pour Alain, cette posture de regarder le monde, non pas du point de vue dans plein milieu de New York City, mais bien de la péninsule acadienne, donc regarder le monde du point de vue rural, disons, du territoire, qui habite dans le territoire, pour aborder ces questions. Merci. Alain Deneau, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici. Merci à Jasmine Ketudal, mais aussi à toute l'équipe. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à faire en sorte que cette rencontre et ces rencontres soient possibles. Je ne vais pas nommer tout le monde, mais merci à toutes et tous. Je vais aller droit au but dans la foulée de ce qu'ont présenté jusqu'à maintenant Nicole Obomsawin dans sa conférence d'hier, le territoire m'habite. Aussi dans le travail de Land Art de Patty O'Green. Et enfin, dans le dialogue qui a été offert hier par Anaïs Parmont-Lavalette et Steve Gagnon sur la joie. Et pour bien vous montrer que j'assume où je suis aujourd'hui, je vais tenter de travailler le rapport qu'il y a entre art, rêve, pour la suite du monde, en abordant la question de la biorégion. La biorégion ne peut pas être envisagée sans les artistes. Et les artistes ont un rôle absolument déterminant dans notre capacité à arriver au projet biorégional. C'est un rôle auquel je pense et que j'imagine, qui suppose aussi une transformation radicale du travail même d'artiste, au sens où l'art a été beaucoup colonisé par, ou en tous les cas aliéné par l'industrie culturelle, la marchandisation. Il y a un travail de fond à faire quant à l'élaboration même de l'art et à sa conception. Je vais parler de biorégion, qui est un concept qui me meut et m'habite, et nous habite et nous meut depuis quelque temps. Non pas pour en faire le turiféraire ou le prosélyte, mais pour plutôt travailler sur le chemin qui nous y mène inexorablement. C'est moins de défendre et d'illustrer l'objet biorégion qui m'intéresse que de voir ce qui nous y conduit. Je rappelle mes prémices. Nous vivons dans une ère inouïe. Les temps que nous connaissons sont inouïs. Aucun groupe humain avant nous n'a eu affaire à des questions qui sont celles auxquelles nous sommes confrontés désormais. Comment résumer que ce que nous vivons est inouï, absolument singulier? Disons que se trouve en notre époque mise à mal la vieille expression latine ceteris paribus sextantibus, toute chose étant égale par ailleurs. On ne peut plus dire, nous, les premières, nous ne pouvons plus dire, toute chose étant égale par ailleurs, nous allons travailler sur 2 ou 3 variables. Toute chose étant égale par ailleurs, nous allons tenter ceci ou cela. Il n'y a plus rien d'égal par ailleurs. Tout bouge. Il n'y a plus rien sur quoi faire fond. Patty O'Green nous invite à voir une rivière ici. La rivière déjà n'a pas un niveau auquel on s'attend, parce qu'il a fait chaud, trop chaud. Et la rivière, c'est pourtant ce sur quoi on faisait fond
encore il y a une génération, la rivière, c'était celle où avait bu de l'eau, où avait pêché, où s'était baigné ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, en même temps que les Autochtones qui avaient eu un rapport à cette rivière-là, aussi pour se déplacer pendant des générations, et en une génération, en un demi-siècle. Tout d'un coup, cette rivière-là est méconnaissable. Elle est sale, peut-être pas celle-ci, mais la rivière de référence qu'on peut avoir, elle est sale, elle est polluée, elle est vide, elle est transformée, elle est peut-être même asséchée et inexistante. Rien n'est égal par ailleurs, et c'est inouï. C'est inouï de ne plus pouvoir faire fond sur un plan de certitude. Tout bouge. C'est inouï au sens où ça n'a jamais été oui, ça n'a jamais été entendu. Et donc, on peut dire que c'est inédit, ça n'a jamais été dit. Et il faut apprendre à dire et à entendre quelque chose de radicalement nouveau. On peut résumer par deux expressions connues ce qui est radicalement nouveau, les bouleversements climatiques. Si on entend par eux non seulement toute une série de crises et de catastrophes graves et récurrentes, incendies de forêt, canicules meurtrières, montée des eaux, inondations, érosion des côtes, érosion des sols, ouragans, tornades, tout ce que vous pouvez imaginer, mais aussi le fait d'un phénomène autonome et exponentiel, c'est-à-dire qu'on a certes, nous, sujets industrialisés, détraqué le système Terre, mais on l'a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, il produit par lui-même le réchauffement climatique. Il n'a plus besoin de nous. Donc la fonte des glaciers, l'augmentation des étendues foncées océaniques, la perte d'étendues forestières, la fonte annoncée du pergélisol, la libération de méthane va faire en sorte que le réchauffement va se faire de toute façon. Bon. Et aussi, il y a la perte de biodiversité. La perte de biodiversité qui entraîne, comme on le sait, des conséquences très graves pour le règne animal, et pour le vivant, et pour tout ce qu'on peut imaginer et nommer, et dont on fait partie. Mais plus spécifiquement, ici, il s'agit d'être anthropocentrique, l'agriculture, la santé publique, ainsi de suite. Et plus à cela s'ajoutent des chocs auxquels nous ne sommes plus habitués. Une perte annoncée en énergie, une perte annoncée en minerais, qui met à mal tous les fantasmes de transition industrielle. Alors, maintenir le mode de vie à la condition de changer les moyens par lesquels on y arrive, avec la voiture électrique, les batteries de pointe, les panneaux photovoltaïques, les tours éoliennes, tous ces miroirs aux alouettes que le capital entretient pour durer un peu plus longtemps. Tout ça fait l'objet d'une perte. Et du coup, l'inouï est aussi l'ère de l'indicible. C'est-à-dire qu'on a la parole coupée. On ne sait plus parler, on ne sait plus nommer, on ne sait plus objectiver un monde qui est en profonde transformation. Et donc, au fond, l'inouï, c'est l'impensable, parce que nous ne sommes plus en mesure de penser si on considère que penser, c'est comparer. Bon, l'acte de penser est toujours un acte de comparaison. Je le dis souvent, je ne sais pas d'où vient cette expression comparaison n'est pas raison, mais c'est exactement le contraire. On veut dire comparaison est raison. Raisonner, c'est toujours penser à. Penser, c'est toujours penser à. Et c'est pour ça qu'il est plus aisé pour nous de penser l'invasion d'un pays par un autre, un virus redoutable, même un génocide, hélas, que ce qui survient sur un mode écologique, tout simplement parce que nous avons dans l'histoire des pendants qui nous permettent de se référer à. On peut se rappeler quelque chose du point de vue de la mémoire collective, de l'historiographie, du moment qu'un événement comme ceux que j'ai nommés survient, ce qui ne les banalise pas. Mais d'ailleurs, très souvent, on a de la difficulté à penser à la singularité du moment, puisque le rappel historique finit par prendre plus de place que la pensée de l'événement lui-même. Je pense que ça a été un gros problème au moment de l'épisode Covid. C'est qu'en fait, notre mémoire très profonde en ce qui concerne la peste,
pouvait avoir plus de place, prendre plus de place qu'une pensée adéquate. Enfin bref, c'est inouï. C'est inouï et c'est indicible parce que nous n'avons pas de référent du point de vue de l'historiographie. Et c'est là où l'art entre en ligne de compte. Parce que c'est par la fiction, par les symboles, par les récits, que nous allons nous donner de quoi prendre appui. Et sur quoi prendre appui pour essayer de raisonner en fonction d'une fiction, en fonction d'un symbole, en fonction d'une image, en fonction d'un récit. Nous allons être capables de penser ce qu'il y a à penser, sinon c'est l'angoisse. Et c'est l'ère dans laquelle nous sommes. Vous savez que, du point de vue des psychopathologies, il y a des grands crus. C'est-à-dire que la psychopathologie, c'est pas seulement l'affaire de son soi, de son moi, de son petit moi. C'est toujours une affaire sociale. Et il y a des tendances dominantes dans les psychopathologies. Quand Sigmund Freud a fondé la psychanalyse, on était à une ère de la névrose. On se soumettait à l'autorité qui était à se rendre malade, le général, le proviseur, le directeur. C'était des figures qui nous écrasaient. Bon. Ensuite, on est rentré à une ère de la psychose avec les guerres mondiales. Et puis on peut en passer comme ça, jusqu'à la perversion à la fin du siècle. Puis on rentre dans une ère de l'angoisse où nous sommes tendanciellement angoissés. Bon. Et pourquoi nous le sommes? Parce que l'angoisse, en fond, c'est le fait d'affects qui n'ont aucun objet correspondant. Alors, c'est ça l'angoisse. Et on n'est pas une ère de l'anxiété. C'est une confusion à les termes. L'anxiété, c'est être obnubilé par quelque chose. On peut être anxieux aujourd'hui, il y a des raisons d'être anxieux. Mais tendanciellement, je dirais que nous sommes soumis à l'angoisse, c'est-à-dire que nous sommes mus par des émotions, par des affects, par des passions, qui ne trouvent pas facilement d'objets correspondants, et qui donc provoquent, je dirais, deux attitudes. Celle de la mauvaise angoisse et celle de la bonne angoisse. L'angoisse étant un affect déstabilisant, provoqué par le fait de ne pas avoir d'objet, puisqu'on est à l'ère de l'inouï et qu'on n'arrive pas à penser le monde, même si on sent bien que ça va pas bien, que ça tourne pas rond. La mauvaise angoisse, c'est coûte que coûte, d'art, se rabattre sur n'importe quel paratonnerre, en se donnant des objets de substitution, pour avoir quelque chose sur quoi faire porter son malaise. Et je crois qu'on ne peut pas distinguer je vais l'appeler comme ça, le changement de paradigme écologique, la catastrophe écologique dans laquelle nous sommes, et la montée des extrêmes droites. Parce qu'au fond, ce qu'offre l'extrême droite sur un plateau, ces deux choses formidables pour l'angoissé qui veut aller vite ou qui se sent démuni, ce sont des boucs émissaires et de la paresse intellectuelle. Alors ça, c'est formidable. C'est plié. C'est-à-dire que vous avez, et je ne vais pas l'expliciter, mais la galerie de sujets vulnérables sur lesquels vous pouvez jeter et projeter tous les maux de la Terre, et le sentiment que sans eux, si on faisait ablation, tout irait bien. Il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y aurait pas de problème. Il y a un conditionnel un peu magique. Là. Il n'y aurait pas de problème si on se débarrassait de tous ces sujets néfastes pour un corps social sain. S'ils n'étaient pas là, nous pourrions faire un avec nous-mêmes, être dans le formol de l'histoire et se vautrer une fois pour toutes et à tout jamais dans la pulsion de mort. C'est ça le récit de l'extrême droite. Et du coup, nous sommes en quête avec en quête d'objets de substitution lorsque nous sommes mal angoissés. Mais, en faisant notre autocritique, il peut y avoir aussi, d'un point de vue sociétal, des élans identitaires qui peuvent aussi avoir quelque chose d'exacerbé pour éviter de voir, au fond, le problème fondamental du siècle, qui est la catastrophe écologique. Parce que tout ce qui nous en éloigne, en termes de lutte politique, est sujet à apparaître comme un objet de substitution pour éviter de nommer quand même la chose. Bon.
Et on pourrait dire qu'il y a des objets de substitution, de conversion, synecdotiques. Au fond, on apprivoise le gros problème en l'abordant par le plus petit angle. En se disant, tout va bien, il n'y a plus de paille en plastique chez Tim Hortons. Voilà, c'est réglé. Si on va un petit peu plus loin, on va dire il y a le développement durable, les entreprises sont devenues écologistes, ça va. Elles ont mis un petit arbre sur le logo de leur emballage. On avance dans la bonne direction, c'est les petits pas. On piétine dans la bonne direction. Bon. Et ça, c'est la mauvaise angoisse. C'est un gros problème, parce que la mauvaise angoisse tente à nous éloigner beaucoup de ce qu'il s'agit d'aborder, et qu'on essaie de faire du point de vue de la bonne angoisse. Et la bonne angoisse, quelle serait-elle? Ben d'abord, c'est celle qui s'accepte. L'éco-angoissé, qui comprend que l'angoisse est un signe de santé mentale, déjà, progresse dans la bonne direction. Je suis angoissé et c'est bon signe. C'est le contraire qui est inquiétant. Je cite souvent un livre pour adolescents, adolescentes sur lequel je suis tombé, dont le titre est « L'éco-anxiété ne passera pas par moi ». Non, ben, ça c'est mauvais. C'est de voir l'éco-anxiété ou l'éco-angoisse, je dirais plutôt comme un problème qu'il faut anesthésier, régler en signant une pétition, je ne sais pas, en cultivant son jardin, et ainsi de suite, mais en faisant déjà pour arrêter de l'être. Alors qu'il faut continuer de l'être, c'est-à-dire qu'il faut voir l'angoisse comme une alliée. Pourquoi? Parce que l'angoisse est une source d'énergie psychique. L'angoisse que c'est un formidable réservoir d'énergie, mais qui n'a pas encore d'objet et qui requiert donc un peu de créativité pour que nous nous donnions des objets correspondants à ce qui motive la passion. Et c'est là où il y a un travail à la fois intellectuel et esthétique à faire. Puisqu'au fond, l'œuvre intellectuelle et esthétique consiste à s'enquérir des raisons d'une passion, des raisons d'un affect. L'affect pense, l'affect a ses raisons. On est rarement affecté pour rien. L'affect, c'est au fond un symptôme, un signal, une alerte, une alarme. Et au fond, l'affect a sa raison, et notre travail intellectuel ou esthétique est de faire parvenir à la conscience les raisons de l'affect. C'est traduire par des objets les raisons de l'affect. Et l'art a un rôle fondamental en cela, s'il cesse de s'inscrire dans le régime de la marchandise. Donc l'objet a beaucoup à voir, la question de l'objet a beaucoup à voir avec l'angoisse. L'angoisse naît souvent, historiquement, si on en fait l'étude. L'angoisse, très souvent, avait-on l'habitude de dire, naissait du fait d'un désir confronté à un objet interdit. Et comme l'objet est interdit pour des raisons anthropologiques, morales, pour des raisons de peur, pour des raisons de menace. L'objet étant interdit, il doit être refoulé, et comme il est refoulé, ben, l'affect n'a plus d'objet, puis il cherche quelque chose, des loups, des formes comme ça, imaginaires. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'objet s'interdit de lui-même, et l'objet, c'est le vivant. L'objet, c'est la nature. L'objet, c'est toutes les manifestations de l'écologie qui, de lui-même, se dissipent et menace cette dissipation, cette disparition, ou cette transformation parfois néfaste, affecte le sujet lui-même, puisque, comme on se le faisait dire hier par Nicolas Bomserwin, le territoire en habite. Le territoire, c'est moi. Si le territoire se saborde, ou se saccage, ou se trouve saccagé, ou se désagrège, ben j'y passe moi aussi. Et là, le sujet et l'objet se trouvent tout à fait confondus. L'objet qui se trouve en quelque sorte interdit, il s'interdit de par un processus de pollution et de dégradation qui entraîne la pollution et la dégradation du sujet lui-même. Et donc, au fond, l'angoisse consiste à penser notre rapport à l'objet, de complètement revoir ce rapport-là, puisqu'il se trouve lui-même emporté dans ce qui est inouï.
Nous n'avons plus les mêmes relations aux objets qu'avant, puisque les objets se désagrègent en tant qu'ils nous emportent, en tant qu'on en fait partie. Au fond. Et au fond, on peut revenir à ce que veut dire un objet. Revenons, arrêtons-nous. Moi, je fais de la philo aussi, désolé. Revenons à un objet. Bon, un objet, c'est une chose qui est placée devant, nous disent les dictionnaires généralistes, mais on pourrait dire plus précisément que c'est une chose qui est jetée devant, un objet. Il y a quelque chose qui est jeté devant nous. Bon. Autour de cette idée d'une chose jetée devant nous, s'est élaboré le terme objectif. C'est très bizarre ce terme-là. Parce que l'objectif, ce qui est objectif quand on l'adjective, c'est ce qui est vrai, ce qui est réel, c'est objectif. Là, On n'en finit plus de réclamer une presse objective là, qui rapporte les faits tels qu'ils sont, c'est objectif. Mais en même temps, quand il devient un nom, l'objectif devient un projet. C'est quoi ton objectif? D'un coup, l'objet devient en quelque sorte objet de délibération. C'est plus seulement l'objet chose, l'objet vrai, l'objet vérifiable, l'objet objectif, c'est la volonté de faire objet. Et puis l'objectif en cinéma ou en photographie, ça peut être aussi la façon de voir. Il y a une façon de cadrer, une façon d'éclairer. Ça a été dit tout à l'heure avec l'exposition aussi. Je vous invite à voir. Il y a un objectif qui est à l'œuvre, qui même fait douter quand on regarde les photos de la peinture. Des natures qui sont parfois littéralement mortes, d'ailleurs. Donc là, il y a tout un rapport avec l'objectif. Et on peut se dire qu'au fond, cet objet-là, cette objectivité, cet objet est très voisin du projet. Si on est le bon angoissé, l'objet, c'est toujours un projet. Parce que l'objet est en crise. Donc forcément, dès qu'on l'aborde d'une manière projective, on l'aborde par rapport à son énergie. On dit, cet objet-là, il répond de quel objectif? Au sens de la façon dont je le perçois, mais aussi de la façon dont je le transforme, la façon dont je l'investis pour en faire quelque chose. Et donc l'objet devient finalement plutôt un projet plus subjectif, plus actif, moins passif, moins subi. Et l'objet devient un projet au sens de ce que je jette devant. Qu'est-ce que je jette devant? Pour ne pas être simplement dans l'angoisse, puis dans une sorte d'énergie qui tourne à vide et qui m'envahit. Bon. Donc le sujet est face à un objet dont on sait qu'il est en crise. Et c'est peut-être ça, faire preuve de santé mentale. Lorsqu'on est angoissé, qu'on accepte l'angoisse, c'est dire, je suis face à des objets qui sont en crise et qui appellent ma responsabilité. Parce que l'objet, de toute façon, on le sait, il manque toujours, il manque à l'appel, l'objet. L'objet, c'est l'objet du rêve, c'est l'objet sublimé, c'est l'objet transitionnel, c'est l'objet substitutif, c'est l'objet fétiche. C'est l'objet même chimérique. Si on suit Baptiste Morisot, c'est un objet qui est lui-même en train de nous échapper, qui se transforme, qui s'autorise des rencontres qu'on lui avait interdites dans la science. C'est l'objet qui est vivant. Bon. Et du coup, l'objet nous échappe toujours. Et c'est là où on a envie de suivre les poètes ou les psychanalystes et de lire Francis Ponge. Très sérieusement, de lire Francis Ponge, un poète français, qui, lui, à un moment donné, a tellement parlé des choses, parce que toute la poésie de Francis Ponge porte sur les choses, les petites choses, les natures mortes, comme elles sont photographiées ici. Et Francis Ponge, à force de parler de verre d'eau, puis de petits objets, a fini par dire non, ce sont des objets. O-B-J-E-U. Des objets. L'objet est un objet, en fait. C'est qui nous échappe. Il se joue de nous. Il se joue de nos concepts. Il se joue de nos descriptions. Il se joue de nos paramètres. Il nous échappe, l'objet. Et puis, un psychanalyste formidable, qui est plutôt un philosophe même, Pierre Fédida, dans son livre L'absence, a beaucoup réfléchi à cette idée de Francis Ponge, de l'objet. Ce qui, face à soi, est avec ce avec quoi on joue.
ce avec quoi on joue face à soi. Et beaucoup de choses se jouent dans l'objet. Et au fond, par les arts, d'abord et avant tout, on comprend comment l'objet, qui est une sorte de fantasme d'adéquation entre les mots et les choses, est appelé à nous échapper et à entrer dans un grand jeu qu'il va falloir accepter de suivre et auquel il faudra bien participer. La chose s'échappe, n'obéit pas à nos lois, échappe à nos définitions strictes. La chose se rit de nos catégories pour montrer qu'elle existe, qu'elle est en vie, qu'elle est dans une histoire, qu'elle participe à un mouvement, qu'on n'enfermera jamais dans un objet. L'objet, c'est l'objet à l'état vivant. L'objet, c'est l'objet dont on accepte qu'il nous échappe en partie et qu'il faudra accepter de suivre dans un rapport vivant aux choses. Je ne peux pas m'empêcher, je reste un prof, de vous citer Pierre Fédida là-dessus. Nul ne connaît mieux que l'artiste et le poète le plaisir de ce jeu à transgresser les limites de l'objet et à le faire disparaître pour faire revenir le mot, celui qui atteste d'une vérité de chose. La désinstrumentalisation pratique de l'objet et sa défonctionnalisation sociale sont œuvres d'humour poétique. Une surréalité de l'objet est l'effet de l'opération que l'objet produit sur lui-même et tient de la dérision des limites que lui impose son concept. Faudrait-il parler ici d'un travail du jeu au sens où se conçoit un travail du rêve? La montre de Dali, abandonnée au temps qui veille, retourne en rêve et en jeu à la mollesse de choses, et la robe de Magritte peut être de peau pour être nue. Les accessoires dont les gens se dépouillent aux portes du sommeil sont peut-être les restes diurnes des objets, y compris objets de pensée. Au fond, l'art fait subir à l'objet le travail que lui réserve aussi le rêve. Et grâce à l'art, l'objet finit par trouver une force, une autonomie et une souveraineté qui alimente le rapport qu'on entretient envers lui. Et on pourrait même dire que l'angoisse consiste à prendre trop au sérieux les objets. Quand on a une perte d'objets, c'est qu'on a perdu la faculté de voir en les objets des éléments vivants, des éléments qui se rient de nos conceptions. C'est quand on n'arrive plus à assigner une place aux choses. Il cite en cela, Pierre Fédida, le contexte de la jeune Myriam que sa mère amène chez le psychanalyste parce que les grands troubles comportementaux, alors que le psychanalyste, évidemment, se rend compte que c'est la mère qui a des problèmes, parce qu'elle veut absolument que chaque chose soit à sa place, puis elle regrette que sa fille joue avec les ceintures, joue avec les bouts de bois, joue avec les cailloux, et elle ne comprend pas que sa fille commence à être mal dès lors que les choses ne sont pas ordonnées, puisque c'est le cadre qui lui est transmis. L'angoisse est une pathologie qui naît du fait de vouloir à tout prix que les mots coïncident avec les choses, que les objets obéissent à leur concept. Tout manquement, tout vide devient insupportable. Donc, qu'est-ce qu'un objet dans tout cela? Un objet, j'aime aussi toute l'équivoque du mot dessin. Un dessin, selon la façon dont on l'écrit, peut aussi être un projet. Et quelque chose qui est appelé à se transformer et à vivre, même s'il peut être esquissé dans un premier temps. Le dessin ou l'objet ne sont pas des utopies. Je pense que l'utopie est une façon encore de définir un non-objet. Ou un objet, ou un non-objet. Quelque chose qui est figé dans un ailleurs, qui risque très fort de nous distraire de l'angoisse, parce que l'objet est beaucoup trop loin. Il est hors de portée. Et il est aussi plein de travail. J'ai été, je le dirais, déçu de lire dans ce numéro de revue d'anthropologie Terrain, en 60, l'entrée en matière
de Vanessa Mausseron et Marie Rouet, qui sont des anthropologues qui s'essaient à une utopie écologique. Mais c'est une utopie qui, tout d'un coup, nous présente des êtres humains capables de gérer la nature d'une manière tout à fait soumise à ce qu'on estime être ses besoins, parce qu'elle a besoin qu'on soit là pour l'administrer. Comme on le sait dans les universités, il y a des professeurs en gestion en environnement. Et donc, on crée des parcs éoliens qui sont... je vais vous lire. C'est l'utopie. Déjà, on a des humains qui gèrent la nature. Écopolis n'est pas un territoire que l'on peut cartographier, car il s'agit d'un archipel d'îles flottantes qui se déplacent à la surface des océans au gré des vents et des courants marins. Je me suis étonné en décrivant ces îles comme des fragments de biosphère dont le premier modèle aurait été conçu par un architecte visionnaire en vue d'accueillir les réfugiés climatiques. Je m'étonnais que ces créations ex nihilo soient devenues des écosystèmes. À Écopolis, il semble qu'il n'y ait pas un objet ou un lieu, même le plus artificiel, qui échappe à l'emprise du vivant, qui ne soit à son service. Ce qu'on a, c'est des architectes qui construisent la nature pour aider la nature, parce que toute seule, elle n'est pas capable. Bon, et ensuite, on a des éoliennes qui volent toutes seules dans les airs. Voilà, sans nuisance sonore, sans emprise territoriale et sans effet sur la biodiversité, mais aussi on pourrait dire sans minerais, sans pollution, sans nécessité d'enfouir les choses après 30 ans. En fait, voilà, tous les problèmes disparaissent un peu magiquement. Mais surtout, ce qui est intéressant quand on considère tout ce rapport à la gestion, puis aux appareillages, puis aux structures humaines qui prédominent sur le territoire pour le sauver, parce que ça serait notre mission utopique. C'est quoi ce qu'on comprend? C'est que l'utopie en écologie, c'est précisément ce que nous vend le capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme nous vend précisément un monde où la batterie électrique, la voiture électrique, les panneaux photovoltaïques, les tours éoliennes, la géo-ingénierie, les faux nuages qu'on va vous envoyer dans le ciel, les montagnes qu'on va peindre en blanc, vont venir en quelque sorte sauver la Terre. Elle est là, l'utopie. L'utopie, c'est déjà ce qui nous encombre et nous pollue l'imaginaire, parce que ces faux objets de transition sont rien d'autre que des objets de substitution. Et c'est pas sans surprise qu'à la fin du texte, les autrices nous disent l'écologisme aujourd'hui n'est pas nécessairement engagé dans une lutte anticapitaliste. Au contraire, il peut faire du réformisme et même réussir à l'intérieur d'un certain modèle de capitalisme éclairé. Faire petit pour faire grand. Donc là, on a déjà, un rapport de l'utopie au projet capitaliste en tant qu'il est tout à fait compatible. L'objet, c'est autre chose. Pour en trouver un exemple, on n'a qu'à se rappeler ce que nous disait hier Nicole Obomsawin. L'objet, qu'est-ce que c'est? C'est un récit sur 7 semaines, l'hiver, cette saison où les histoires se réveille, où c'est le territoire qui nous habite. Vous voyez comme l'objet est en jeu, et l'objet devient jeu. Le territoire nous habite. Sa création relève d'un grand masculin et féminin, une sorte de yin-yang autre. Des grands hommes et des petits humains de pierre l'ont habité ou continuent de le faire. Les oiseaux ont des noms qui chantent. Les forêts ont des têtes et des bras qui effraient les enfants. Les marais séduisent par des chants ceux qui s'en approchent. Les enfants sont de l'ail sauvage. Les montagnes sont parfois maléfiques. Et le reste est le reste. On entretient un rapport vivant à l'objet parce que lui-même se joue de nos tentatives de l'enfermer dans quelque catégorie rigide que ce soit, et c'est à la condition de suivre les objets dans leur jeu, d'en faire des objets qu'on arrive à entretenir avec eux un rapport vivant. Il y a beaucoup à faire pour y arriver, nous. J'écoutais hier
le dialogue entre Anaïs Barbeau-Lavalette et Steve Gagnon. Et je me disais, ouf, qu'est-ce qu'on balbutie. Alors, c'était ça qui était mis en scène, le balbutiement de la culture occidentale pour essayer de retrouver un chemin tellement brûlé, tellement saccagé, tellement perdu. Déjà, il va falloir commencer à surmonter l'écran du moi. Je ne sais pas si les Abénakis avaient besoin d'aller au Japon pour renouer avec la nature. Il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire pour trouver un chemin. Et c'est important de partir de là. De ne pas se... En psychanalyse, on parlait de l'introjection, de ne pas se la jouer tout de suite « je suis autochtone ». Pas tout de suite croire au pied de la lettre à Gaïa, comme malheureusement le fait que Patrick Sale, en cultivant un culte auprès de Gaïa d'une manière un peu délirante. Il faut vraiment, en effet, je le dis sans ironie, partir de tous nos travers et commencer au plus près de soi, mais pour échapper à soi. Parce que cet enfermement-là ne consiste pas à se dire le territoire m'habite. J'étais impressionné hier quand Nicolas Bomsawin, lorsqu'elle parlait du territoire, elle avait ce geste-là. Et c'est le geste qu'on a, nous, quand on parle de soi. Mais elle disait, le territoire, c'est formidable. Avoir des siècles de culture qui nous permettent d'avoir ce geste de retour à soi en parlant du territoire, d'une manière totalement spontanée. On a du chemin à faire avant d'arriver là. Parce que le moi, aujourd'hui, nous encombre complètement. La biorégion, c'est un objet. C'est pas un objet, c'est pas un programme, c'est pas une option politique à la carte du grand restaurant électoral. On se demande qu'est-ce qu'on va manger pendant 4 ans. C'est pas toujours bon. Une définition sommaire de la biorégion, c'est de dire qu'elle est un rappel que requiert de recevoir strictement les Occidentaux modernes. Un rappel de 2 vérités anthropologiques, même assez banales. C'est qu'en dernière instance, dans un monde qui est le nôtre, qui est celui de l'érosion exponentielle, qui est celui de l'effacement, la perte des repères, dans un monde comme le nôtre, 2 vérités anthropologiques requièrent d'être rappelées aux Occidentaux modernes et orgueilleux. D'abord, en dernière instance, lorsque nous sommes laissés à nous-mêmes, n'existe plus que les gens qui nous entourent. Ce n'est pas les Chinois qui vont produire des babioles en plastique, ce n'est pas les gens de la Saskatchewan qui vont venir à notre rescousse lorsque nous serons confrontés à des crises immédiates où nous nous découvrons en situation de déréliction. La biorégion se pense non pas comme un séparatisme, pas comme un indépendantisme, mais au contraire comme une déréliction où le pouvoir central nous abandonne, nous laisse à nous-mêmes parce qu'il y en a plein les bras et nous concède au sort, comme les gens de Clova il y a 2 ans, à qui le premier ministre François Legault a dit « cramez, passez aux flammes, on vous concède aux flammes, on ne peut plus s'occuper de vous ». C'est ça, c'est peut-être la seule bonne décision politique qu'il a prise dans sa vie, parce que ce jour-là, il a créé une biorégion. Les gens se sont dit, OK, l'État est juste jamais là pour nous, même quand on crève, quoi. En dernière instance, il faut savoir s'occuper de nous-mêmes. La deuxième vérité anthropologique que la biorégion rappelle, c'est que ce qui nous reste lorsque nous sommes laissés à nous-mêmes, en plus des gens qui nous entourent, c'est le sol qu'on foule. Le sol qu'on foule. Le territoire environnant, immédiat. C'est lui qu'on habite. On n'habite jamais un pays. Le pays est une abstraction. On habite toujours une région. Le pays, on le découvrira peut-être en séjournant ici ou là. Et encore, on n'en verra que des aperçus. On habite une région. Essentiellement, c'est ce qu'on habite. Et il serait temps de prendre soin de cette région-là et de cesser de l'exploiter au profit de marchés étrangers et mondialisés, en retour d'un pouvoir d'achat qui nous permet à notre tour d'aller au Canadian Tire ou au Walmart acheter des babioles qui ont été produites parce que des fournisseurs, des producteurs ont écœuré d'autres peuples en faisant main basse sur leur richesse
territoriale, étant de dire cet espace-là, il n'est pas bon à exploiter, et il n'est pas bon à développer, comme on le dit avec un art extraordinaire de l'euphémisme, qui est rempli d'anglicisme et de contradictions. Non, là, ce territoire-là, nous allons le soigner. Cette communauté-là, nous allons la soigner parce que ce territoire-là et cette communauté-là, elle m'habite. Ne l'habite pas, elle m'habite. C'est moi. C'est nous. C'est indiscernable. C'est ça la biorégion. C'est un rapport équitable entre trois grands plans. D'abord, la science. Ne boudons pas tout ce que nous a apporté la biologie, l'ornithologie, l'océanographie, la climatologie. C'est vraiment des savoirs occidentaux qu'on serait bien fou de liquider, là, c'est pertinent. Mais ajoutons-y, à titre égal, la sapience. La sapience, c'est tous les petits savoirs qui ne mériteront jamais de diplôme, qui ne sont pas attestés, qui ne sont pas homologués par les grandes institutions épistémologiques, mais qui sont indispensables à la vie d'une communauté. Savoir d'où vient le vent, savoir réparer des choses, être capable de comprendre le littoral. Moi, je suis entouré de gens réputés analphabètes qui ont des savoirs qui m'échappent absolument et pour lesquels je les admire. Deuxième point, c'est toute la politique autonome, les communs, l'entre-genre, la discussion, la délibération, tout le problème psychologique des rapports en commun. Il y a beaucoup à faire là, pour réapprendre, ne serait-ce qui constitue son voisinage. Parce que comme dans beaucoup de villes, tout ce qui nous sépare de l'extérieur, c'est le trajet qui mène à sa voiture. Il y a beaucoup de difficultés à voir ce qu'il y a autour. Il y a tout un travail à faire, inouï là aussi. Et il y a un travail enfin de la culture et l'art. Et ça commence là. Ça commence avec l'art. Ça commence avec la culture. La capacité à se raconter autre chose que des récits du genre « le client a toujours raison ». Puis on est en compétition. Puis une God we trust sur une pièce. Puis ça, c'est tout un rite, c'est toute une série de discours qu'il faut se développer. L'économie capitaliste est un grand conte. Il faut savoir qu'étymologiquement, compter C-O-M-P-T-E-R a la même étymologie que compter C-O-N-T-E-R. Et c'est pour ça que lorsque vous allez à une banque qui fonctionne en anglais, vous allez parler au teller, qui vous raconte l'état de votre situation financière. Mais étymologiquement, c'est fondé. C'est qu'en fait, au départ, on comptait, C-O-N-T-E-R. On racontait. Puis quand on raconte, on le sait, on a suivi des cours de littérature au secondaire, on énumère. Premièrement, il s'est passé ceci, deuxièmement, troisièmement, mais le compte est sensible. Il fallait aller plus vite. Donc on s'est mis à compter sans raconter. C-O-M-P-T-E-R. Avec des indices numériques qui renvoient à rien. Ça peut souffrir, ça peut saigner, ça peut spolier, ça peut saccager. Le compte continue dans l'indifférence à ce qui se passe. Donc on a commencé à compter, c'est beaucoup plus pratique quand on voulait aller vite. On a fait l'économie de la vie. Donc, l'art, la culture, la littérature sont ce par quoi, par exemple, pour ma part, j'ai compris la façon qu'on a en biorégion de penser la ligne territoriale. La fameuse ligne territoriale. Moi, dès que je me mets à parler de biorégion, on a qui dit « Ouais, mais où la ligne? » Je pense toujours à la phrase du réalisateur Jean-Luc Godard qui disait « J'aime les frontières, mais j'aime pas les douaniers. » La ligne, elle est, en biorégion, elle existe, mais elle n'est pas névrotique. On comprend quand on est dans un espace à peu près où ça s'arrête. On sait que ça ne va pas jusqu'en Alberta. Là. On comprend qu'à un moment donné, il y a une chaîne de montagnes, il y a une dynamique qui fait que c'est à peu près là. Puis selon ce dont on parle, la ligne bouge. Si on parle d'un fou rapin qui utilise 8 ménages, ben la circonférence ne sera pas la même que si on parle du bois de chauffage, elle ne sera pas la même que si on parle éventuellement de la faune, puis ainsi de suite. C'est intelligent, c'est une ligne qui bouge.
Mais il y a plus encore, par le land art. Je pense à Andy Goldsworthy, mais j'ai trouvé la même chose en voyant le dispositif de Patio Green. Ce que nous rappelle le land art dans une approche biorégionale, c'est que la ligne ne doit pas être strictement pensée par rapport au pourtour qui permet à des taouins puissants de dire ça c'est à moi. Puisqu'à l'intérieur de la circonférence, c'est à moi. C'est pas ça la ligne qui compte. La ligne qui compte, c'est la ligne synergique, la colonne vertébrale d'un lieu qui le traverse et lui donne vie. Et ce qu'on a là, juste à côté, comme chez Andy Goldsworthy, c'est un axe de vie que, au fond, souligne l'artiste en disant, regardez, c'est par là que la vie passe, que la synergie s'organise. C'est là où il y a un axe de cohérence et qui permet à l'intérieur du pourtour la vie. La vie se peut grâce à cet axe-là et c'est cette ligne-là qui compte. Et je suis certain qu'il y a 300, 400, 500 ans, c'est immédiatement cette ligne-là qu'on voyait lorsqu'on pensait à un lieu. Éventuellement, ça s'arrêtait quelque part. C'est comme un peu comme en photographie, là, c'est le flou du pourtour. Alors, mais évidemment, ça s'arrête quelque part. Mais là, ce qui comptait, c'était l'axe vivant. Et on a complètement renversé les choses en insistant sur la frontière et en détruisant ce qu'il y a à l'intérieur. C'est qu'on allait le vendre à d'autres, en retour de choses qu'on allait acheter. Donc la biorégion, au fond, on l'aborde comme un objet. Hein, c'est ce principe qui a quand même sa rigueur, qui consiste à dire, dans l'expression géopolitique, le préfixe géo vaut autant que la racine politique. On fait de la politique dans le vivant. Quand on fait de la politique, on s'enquiert des abeilles, des grenouilles, des lombrics. On s'intéresse à l'histoire du sol. On s'intéresse à l'histoire du lieu. Combien d'événements ont dû surgir pour que juste ce qui nous entoure soit tel que c'est. L'histoire occidentale là, de 2000 ans, c'est rien à côté de tout ce qui s'est passé pour que le paysage soit celui qu'on voit derrière moi. Donc, et si on est capable de se retourner en arrière, qui demande une puissance d'imagination formidable, comment on pense ensuite la suite? Là, c'est un objet, parce qu'on ne fera jamais, au fond, l'exhaustivité de ces événements-là. On pourra simplement en imaginer une partie. C'est pas un projet passiste. On ne retourne à rien. Bien sûr qu'il va falloir recouvrer des savoirs parce qu'on a été abruti, parce que André Gorz appelle une consommation incapacitante. On n'est même plus capable de racler des feuilles, on n'est plus capable de presser du jus, on n'est plus capable d'ouvrir une boîte de conserve, on n'est plus capable de penser, d'écrire une lettre. Il faut qu'une machine le fasse à notre place. Je vous invite, j'ai fait un petit papier hier dans le Devoir là, sur ces phénomènes-là incapacitants, qui s'intitule « Quand j'entends le mot culture, je sors mon IA ». C'est pas un projet passiste. Au contraire, l'architecture, la permaculture sont des façons d'avancer en biorégion, qui n'a rien à voir avec la façon qu'on avait de construire ou de cultiver il y a 200 ans. C'est pas un retour à, c'est une avancée vers, en ayant comme foyer d'attention la biorégion, ce grand jeu auquel on doit jouer. C'est un objet universel et hospitalier. Je pense au titre du livre de Anne-Cécile Robert, « L'Afrique au secours de l'Occident ». On sera bien content d'avoir avec nous des gens qui ont connu toutes sortes d'activités, hormis le capitalisme, quand il faudra apprendre à s'en passer. Et donc, il y aura une hospitalité requise pour tous ces savoir-faire-là qui sont franchement bienvenus. C'est un millefeuille. On n'a pas besoin d'un grand soir ou d'une synthèse hégélienne pour arriver à la biorégion. Ce n'est pas un concept qui est censé absorber tous les autres et être dominateur. La biorégion existe dans une strate. Il y aura toujours peut-être des États avec
un type là, qui tient son hochet et qui vient nous voir une fois de temps en temps pour nous dire que c'est lui le roi. Mais très vite, il y aura de moins en moins de capacité pour ces structures-là, tout comme pour les grandes entreprises, d'avoir un rapport fécond à nous, de quelque manière que ce soit, même perverti. Parce que la perte de minerais, la perte en énergie, la crise écologique fera en sorte que nous découvrirons fatalement laissés à nous-mêmes, en très grande partie. Donc, on peut commencer tout de suite. On peut commencer tout de suite à créer cette strate-là qui est, au fond, immunitaire par rapport à ce qui s'en vient, qui consiste à se dire, une fois qu'il n'y a plus Walmart et Canadian Tire, est-ce qu'on peut encore vivre? Et comment on s'y prend? Et là, il faut apprendre à se regarder, à considérer qu'on dépend les uns des autres et qu'on dépend du territoire, qu'il faut apprendre enfin à soigner. Donc ça peut se faire tout de suite. Il n'y a pas d'attente d'une sorte de grande conjoncture internationale favorable à je ne sais quoi. Et donc en agissant, nous pouvons être indulgents. Ne pas prendre sur ses épaules le déni des autres. Ne pas culpabiliser pour les autres. Faisons ce qu'on peut et créons tout de suite les structures d'avant-garde. Ce centre culturel ici, c'est le modèle de demain. On peut le voir comme étant marginal, désinvolte, mignon. C'est le modèle de demain. Quand ça ira mal, c'est vers des structures comme ça qu'on va se tourner parce qu'on va dire « Ah tiens, ces gens-là l'avaient vu venir ». Et ceux qui l'avaient vu venir sauront parler, ils ne seront pas strictement dans un grand désarroi ou une panique. Et il faudra prendre de court les fachos qui prospèrent dans les moments de désarroi. Il faudra savoir parler, savoir s'organiser. Et tout ce que nous créons ici, à la marge, sont les structures de demain à titre de laboratoire. Nous sommes une avant-garde. Agissons tout de suite parce que nous savons que la biorégion, c'est pas une option. C'est pas comme ça une lubie. C'est pas une utopie. Ce sera très rapidement un impératif. Ça sera là. Et qu'on le choisisse ou qu'on le subisse, il faudra penser le jeu du monde en fonction de cette échelle qui deviendra la nôtre. Bravo! Merci, Alain. J'ai raté la fin parce qu'il y a des enfants qui criaient. Il paraît que tu as parlé d'arrêt de rêve. Je vais l'écouter sur la vidéo. Merci. Quelle belle conférence. Merci. Alors, on va passer à une période de questions. Alain, dis-moi, est-ce que je peux passer le micro dans le public ou ça va fider? On essaye? On essaye. Ça se peut que ça file. Qui souhaite poser une question à Alain? Oh, tout le monde est... Oh... Mais à part ça, ça va bien. Ah, là-bas, on a une question. Merci, madame, de briser la glace. Je me promène avec le micro. Merci beaucoup. Je suis Vinciane Peters, actuellement encore mairesse à Bolton Est. Je me pose la question, tu sais, au niveau de la communauté, tout ça, c'est fantastique et je pense vraiment que la construction de la strate est indispensable. Mais je me pose la question par rapport à comment se préparer aux afflux d'immigrés. Tu sais, on parle qu'on veut lutter, qu'on veut réduire ça. Et moi, je vois venir qu'on va être obligé d'accueillir, et puis j'espère qu'on va être capable de le faire. Mais comment on se prépare à ça? Comment... Ouais, c'est ça. Mais comment on défait le discours aussi. Merci beaucoup. J'ai touché un peu à la question en fonction des savoir-faire qui seront bienvenus. Moi, je le répète, je ne suis pas dans l'utopie. Je ne pense pas que ça sera facile, mais je pense qu'on peut entretenir quant à l'objet un rapport joyeux en montrant qu'il reste lucide. Donc, la joie, je le répète, la joie sans lucidité, c'est être imbécile heureux. Mais on ne peut pas simplement être dans l'accablement, parce que on s'enferme dans une position d'incompétence et de neutralisation. Mais ce ne sera pas facile.
c'est bien de poser la question, surtout si on pense en termes de réfugiés environnementaux. Ce ne sera pas facile étant donné un lourd conditionnement qu'il faut défaire et tout un tissu de mensonges qu'il faut détricoter. Un élément qui me semble fondamental, outre ce que j'ai mentionné, à savoir que les Gichacha, les Tontines, le rapport à une agriculture non dopée par toutes sortes d'intrants chimiques, sera bienvenu. Par la force des choses, là, il pourra y avoir une condition qui va nous étonner. L'histoire peut évoluer très vite sur certains aspects. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je pense qu'il faut absolument cesser de penser en termes d'intégration, mais plutôt reprendre le terme du philosophe Jacques Derrida et parler d'hospitalité. Et savoir que l'hospitalité suppose, contrairement à l'intégration ou à l'immigration, un rapport qui cesse d'être fondamentalement juridique pour devenir social, psychologique et philosophique. Et au fond, l'hospitalité suppose qu'il y a un rapport dans les deux sens. C'est-à-dire la personne qui arrive comprend qu'elle n'arrive pas dans un espace culturel qui est propre à celui qu'elle a connu. Mais la personne qui reçoit devrait avoir l'ouverture d'esprit de se dire la personne qui arrive, ben, elle n'est pas née dans l'ambiance et dans le contexte qui est le mien. Puis il est normal qu'elle ne comprenne pas l'humour québécois. Bon, quand elle arrive, on commence à comprendre comme ça. Là. Mais là, on peut voir, au fond, comment l'hospitalité peut procéder en se disant c'est pas facile, mais ça peut être bigrement fécond. Non, mais ça peut être vraiment aussi très stimulant. Bon, ça, c'est une culture. Donc, et ce que j'apprécie du terme d'hospitalité chez Derrida, c'est que de toute sa définition, parfois par des textes secondaires, on arrive mieux à piger, parce que Derrida, il se lance dans des arabesques sémantiques qui nous étourdissent. C'est de voir qu'il n'y a pas de moralisation. Il y a un rapport au plus près de la rencontre. Aussi, les réfugiés climatiques et les réfugiés tout court ont ce statut aussi par rapport à une histoire qu'il faudrait accepter d'arriver en face. Victoria Mboko, on peut la voir comme une égérie de l'immigration et de l'inclusion canadienne en disant regardez comme on est bon, on a pris cette pauvre Congolaise et on a fait une héroïne du monde du sport. On peut aussi dire si son père a quitté le Congo, c'est parce qu'il y a des sociétés minières canadiennes qui étaient là pour semer le désordre, favoriser une guerre civile, puis exploiter jusqu'au dernier minerai des mines dans un territoire mis à feu et à sang pour sécuriser les sociétés minières, et on est responsable d'un drame humain. Et on ne devrait surtout pas se pavaner en disant « Wow, on a créé une idole du tennis », alors qu'on est plutôt en train de mettre à feu et à sang tout un continent. Oui. Vous parlez des biorégions, je comprends que comme ici à Sutton, c'est quelque chose qui est intéressant et que l'on sent, mais ma question toute simple, c'est qu'arrive-t-il avec les villes? 80% ou en tout cas une grande proportion de la population habite dans les villes. Comment peut-on développer des biorégions dans ces lieux plus urbanisés finalement? Une autre question là-bas. Alors, moi, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que la biorégion, c'est une anarchie? Puis la deuxième, c'est peut-être élaborer un peu sur la marchandisation de la culture, juste parce qu'il y a un encan, puis pour nous dédouaner de faire une mise. C'est bon, plus régional, territorial de la biorégion, mais si on veut, on doit se dire que la biorégion n'a pas, les auteurs et autrices de textes sur la biorégion, Peter Berg, Alan Van Nieuwkerk, Marin Schaffner, Mathias Rollo, Agnès Naï, et ainsi de suite, ces gens-là
sauf peut-être Agnès Sinaï qui s'est intéressée à la ville à proprement parler, ont d'abord et avant tout un rapport critique à la ville. Il y a quelque chose qui manque à la ville. Moi j'ai été cosmopolite et urbain jusqu'au bout des ongles. Je pensais jamais être ici un jour, vous dire ce que je débite là. Et puis aujourd'hui, quand je retourne dans une ville, je suis immédiatement mal de voir qu'autour de moi, rien de vivant ne m'environne, si ce n'est que des éléments pensés par la culture absolue. Et donc, il y a quelque chose là d'un grand échec et d'une grande déroute, et qu'on peut penser sur toutes sortes d'échelles, pas seulement par rapport à l'industrialisation. Là, ça peut se passer pour un très très long terme. Donc, on peut le voir comme un échec. Bon, ben, elles sont là, néanmoins. Bon, on ne va pas les démanteler du jour au lendemain, mais on peut se dire que si ça commence à aller mal, ce que j'entends aller mal, c'est imaginer des bris d'approvisionnement dans les supermarchés. Vous savez que si tout d'un coup il y a une panne complètement de l'approvisionnement dans les villes, il y en a pour 2 jours. On peut pas en rêver à l'abondance, là, mais les camions sont des entrepôts sur roues. Okay? C'est pensé comme ça. Donc, si ça se met à aller mal, la spéculation que font des gens comme Agnès Sinaï ou Yves Cochet, c'est de dire qu'un tiers des gens s'en vont. Parce que tu connais un frère, un neveu. Même moi, quand j'étais en ville et qu'en ville, je savais déjà chez qui j'irais. On a comme une idée comme ça. Bon, il y a beaucoup de gens ici qui ont un pied ici, un pied en ville. Voilà. Tu sais, déjà, il y a des gens qui partiraient. Au moins, il fait moins chaud, déjà. Je connais peut-être quelqu'un qui sait cultiver quelque chose, je ne sais pas. Il y a des gens qui vont s'en aller, il y aura moins de monde. Et chez ceux qui restent, il faudra développer, penser, élaborer des programmes d'agriculture urbaine. Moi, je ne comprends pas que dans une ville de Montréal, depuis des décennies, qu'on n'ait pas commencé à cultiver l'été sur les toits. On a des complexes immobiliers type où le toit est plat et il y a une cave. Non, il suffirait, puis il y a souvent 2 ou 3 ou 4 ou 5 ménages, là. On pourrait très bien rendre commun et les toits et les caves pour stocker. Au moins, on tiendrait bon pendant un temps. Mais c'est sûr que le lobby de l'agroalimentaire n'aimerait pas ça. Mais ça pourrait être pensé, ça ne serait pas compliqué. Vraiment pas. Bon, donc il y a des choses comme ça qui vont avoir lieu, mais ça ne sera pas facile. Et quand on parle de joie ici, là, c'est joie et lucidité toujours ensemble. Puis la joie ici, c'est pas... moi, ça paraît peut-être pas, mais aujourd'hui, je suis joyeux. C'est vrai. C'est que la joie, qu'est-ce que c'est? La joie, c'est de se composer. Je suis joyeux ne serait-ce que parce que ma parole reçoit un écho, puis l'écoute motive la parole. Vous savez que votre écoute, c'est ça par quoi la chose commence. Hein? C'est pas moi qui commence, c'est vous qui commencez. Votre écoute est l'amorce d'un discours. Et donc, nous nous composons ensemble. Et c'est juste ça, la joie. La joie, c'est de se composer pour être à sa place. S'amplifier. Pour s'amplifier. Nous nous amplifions mutuellement, collectivement. Et la joie, c'est que ça. C'est pas TVA, là. Bon, le problème de ce mot-là, c'est que de Spinoza ou Nietzsche ou Erasme, ou Épicure, hein, tout d'un coup, il est devenu toute la niaiserie dont le marketing est capable. Bon. Mais ça ne sera pas facile. Si vous lisez le roman d'Antoinette Richner, Après le monde, c'est extrêmement triste et pourtant il y a des pages lumineuses sur le potentiel biorégional. Les sources de la biorégion, c'est le retour à la terre, c'est le municipalisme libertaire, c'est toutes sortes de courants comme ça qu'on peut associer à l'anarchie politique. Et en même temps, il faut savoir de quoi on parle, c'est-à-dire qu'il y a quand même un projet de structure, d'organisation, d'institutionnalisation, je ne sais pas si c'est encore un arché, mais qui est le plus horizontal possible. Et moi, j'ai jamais été capable, je suis très près de Jacques Rancière là-dessus, le livre La Mésentente, j'ai jamais été capable de penser l'anarchie qui est un terme privatif sans l'inscrire dans une dialectique avec le pouvoir. Parce que l'anarchie, qu'est-ce que c'est? C'est être contre un arché dominateur, un arché
suprémaciste, anarchéinique. Bon, et donc il y a quelque chose comme ça qui se joue. Mais néanmoins, ça c'est peut-être un trait là, qui m'est caractéristique. Je n'en fais pas nécessairement un principe, mais pour ma part, je refuse de penser la politique désormais par des termes privatifs, dont le préfixe est privatif. Tout ce qui commence par a, an, un, anti, ex, je ne comprends pas. Parce qu'on consiste à dire je suis ce que n'est pas. Je ne suis pas l'autre. Il y a l'autre qui se définit, qui prend la place, et moi je me définis en tant que je ne suis pas lui, je suis autre. Hein, je ne suis pas pour l'arché, je ne suis pas pour la croissance, je ne suis pas pour le capitalisme, je ne suis pas pour l'impérialisme. Et cette définition négative ou privative qui consiste à laisser à l'autre l'initiative de la définition nous mène droit à au ressentiment. Il ne s'agit pas de penser positivement d'une manière gaga, mais simplement d'être dans un rapport affirmatif. Je trouve intéressant quand on parlait en termes, au XXe siècle, dans un autre contexte, en termes de socialisme. Voilà, on disait quelque chose, on défendait quelque chose. La biorégion dit quelque chose. Et elle prend appui sur ce qu'elle ne veut pas, mais c'est très important de l'identifier. Oui, on ne veut pas un arché dominateur, et d'ailleurs la biorégion a quelque chose d'agonistique et d'une résistance, c'est-à-dire du moment qu'on comprend pourquoi la biorégion est indispensable à notre survie, on ne veut plus que des foreuses débarquent. Mais on n'est pas platement dans un pas dans ma cour. On sait pourquoi on ne veut pas de cette foreuse-là dans sa cour, c'est qu'on défend la biorégion. Et on s'y attache, elle nous habite. Bon, il en va de la même chose avec l'héritage indéniable de l'anarchie politique et du municipalisme libertaire en ce qui concerne la biorégion, qui était très proche de Bookchin, et ainsi de suite. Mais en tant qu'il s'agit quand même d'élaborer quelque chose et de le dire, et de commencer en disant, voilà, la biorégion, c'est cet espace-ci qui est structuré de telle manière et qui suppose à un moment donné, oui, un pouvoir. Et l'idée, c'est pas d'être contre un pouvoir, l'idée c'est de sentir que le pouvoir qui existe pour des raisons qu'on s'est données à soi-même. Et c'est très fort, c'est chez Spinoza, on n'accusera pas d'être impérialiste. Spinoza a insisté sur le fait qu'une structure politique doit en quelque sorte nous aider à lutter contre la part sombre en soi-même. Mais il faut qu'on la sente comme une alliée, même dans ce qu'elle peut avoir de minimalement contraignant ou répressif. On l'a vécu. Moi, si je donne un exemple un peu trivial, il y a une vingtaine d'années, on l'a vécu quand il s'agissait d'arrêter de fumer. Ça a été beaucoup plus facile du moment qu'une structure nous a dit, vous ne fumez plus dans les lieux publics parce que vous contaminez tout le monde. C'était plus facile d'arrêter que si on prenait la décision soi-même. On était comme assisté dans quelque chose. Et moi, j'ai été surpris de voir à quel point il n'y avait pas de résistance. Il n'y avait pas de résistance parce que beaucoup de gens étaient rendus là, même parmi les fumeuses et les fumeurs. Bon, ben, c'est un peu la même chose pour une structure. Et c'est pas incompatible avec l'approche libertarienne. C'est simplement à poursuivre la réflexion. Oui, la marchandisation, c'est une affaire en art qui commence par la motivation. C'est-à-dire que la marchandisation de l'art ne consiste pas à dire on va vendre un tableau. La marchandisation de l'art consisterait à dire je vais faire ce tableau-là parce que je vais pouvoir le vendre cher. C'est là que la perversion commence. C'est-à-dire voilà, qu'est-ce qui se vend bien dans le marché aujourd'hui pour que je capitalise. Alors, bonjour, merci beaucoup pour cette réflexion. Je poursuis, je pense, dans l'élan que vous venez de donner, à savoir, est-ce que vous voyez encore un rôle dans l'héritage démocratique pour nos institutions, pour aller vers ces biorégions, vers cette transition? Je trouve que le lieu ici en est un peu le reflet. Aujourd'hui, on est là parce qu'on a un soutien, notamment basé sur des fonds publics que la population consent encore à donner à l'État pour que ça puisse être réparti collectivement. On a des élus ici qui sont avec nous, qui travaillent, je pense, sincèrement à continuer d'utiliser les institutions démocratiques comme des lieux utiles et qui ont du sens. Donc, je sens bien votre critique que je respecte complètement là, face aux rois et aux reines qui prennent le pouvoir, mais comment, avec cet héritage, peut-on quand même poursuivre? Est-ce qu'il y a de l'espace pour les institutions démocratiques dans la pensée que vous nous partagez? Je vais peut-être
tout de suite répondre, puisque c'est assez, il y a plusieurs volets. J'apprécie énormément cette question-là parce qu'elle permet de lever une équivoque. Je pense que nous pouvons avoir la maturité collective d'être polyglotte politiquement. Et c'est pour ça que vous avez peut-être vu, je fais une sorte de slalom pour éviter les termes en isme. Non pas que je sois contre absolument, mais les termes en isme risquent de nous enfermer dans une sorte de lecture préalable à toute chose qui consiste à dire moi, tout problème, je l'aborde par ce prisme-là. Bon, et c'est le prisme du isme là, que j'essaie d'éviter. Et du coup, je pense qu'il y a des échelles, puisqu'on parle d'échelles, qui sont encore à considérer, sur, par exemple, le plan de l'État, quant à certains enjeux. Quand je me suis intéressé il y a maintenant quelques années à la question des législations de complaisance et des paradis fiscaux, je pensais à cette échelle-là. Et d'une manière plus social-démocrate, ainsi de suite. Parce que là, je pensais que c'était adapté à la situation que de discourir de cette façon-là. Je pense qu'on peut être polyglotte et aussi sur les questions qui nous intéressent aujourd'hui, continuer de s'enquérir de ce que l'État fait et surtout de ce qu'il ne fait pas, mais aussi de ce qu'il fait. Et de ce qu'il fait, c'est-à-dire se dire grand écologiste et devenir ministre de l'Environnement et approuver des projets pétroliers, par exemple. C'est des exemples fictifs. Là. Bon, donc, on doit et on peut encore travailler sur ce plan-là. Sur le plan municipal, c'est délicat, parce qu'on sait qu'à l'échelle municipale, selon où on est, l'appareil municipal peut être vite maîtrisé par des petites mafias. On sait que c'est un gros problème, ça, parce que la dynamique est difficile à enrayer quand les mafias s'y mettent. Aussi, l'instance municipale n'est pas constitutionnelle. La ville est une créature de l'État, et l'État peut n'importe quand faire disparaître une ville ou retirer une ville des attributs. L'État et la municipalité est très fragile et si elle se prend trop au sérieux, elle va se le faire dire. Donc on peut essayer de la doper, de l'amplifier, puis de lui attribuer de force, enfin, oui, par la force, des dimensions qu'elle n'a pas au vu de la loi, et essayer d'aller le plus loin possible. Moi je suis pour, mais ne perdons pas de vue que l'instance est précaire. Moi, je viens d'un bled où, encore, quand je suis arrivé, il n'y avait même pas de pouvoir municipal. L'État central avait décidé que là, il n'y avait pas de municipalité. Que l'État allait déneiger, puis c'était à peu près tout, quoi. Puis il fallait se satisfaire de cela. Donc, oui, la municipalité, dans une approche stratégique, par moment, mais sachons comment se constitue cette chose. Cela dit, il y a dans l'approche biorégionale beaucoup de désabusement par rapport à l'État. On comprend que c'est plus la peine d'espérer aux 4 ans voter pour quelqu'un qui en haut va faire changer les choses de façon à ce que dans tel sommet de l'ONU, là tout d'un coup il y a une décision qui se prenne et là on sent qu'on perd la course contre la montre et on fait bien d'être polyglotte. On fait bien de ne pas simplement s'intéresser à ce que font les chefs d'État dans des grands sommets qui relèvent beaucoup plus désormais du marketing. Quand c'est rendu que c'est des agents du domaine pétrolier qui organisent les sommets environnementaux, on comprend que c'est foutu. Et là, je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle des années 1980, quand c'était Maurice Strong, ex-PDG de Petro-Canada, qui se présentait comme le grand écologiste qui allait organiser le sommet de Rio, puis qui fondait la commission environnement et développement, qui nous donnait dans les pattes l'oxymore du développement durable. Ça fait 50 ans que ça dure. Les gens du pétrole nous disent c'est quoi l'écologie pour mieux maîtriser le discours. Donc, il y a de quoi être désabusé, puis de se dire, continuons de suivre ce qui se passe en haut lieu, mais ne négligeons pas l'échelle qui est la nôtre et qui est la première qu'on connaisse. Je fais un lien avec ce que tu as parlé du livre « Qu'est-ce qu'une biorégion ?» On a parti un cercle de lecture autour des passeurs du vivant.
Et cette année, peut-être le prochain ou l'autre d'après, sera ce livre « Qu'est-ce qu'une biorégion ?» On va le lire cette année. On est en partenariat avec Solidarité Environnement Sutton, la Fiducie du Mont-Pinacle, l'Échappée Belle. On a plein de beaux partenaires pour justement réfléchir à cette question du vivant ensemble à Sutton, pour poursuivre la réflexion, continuer toujours de réfléchir ensemble. Ensuite, vous dire merci, Monsieur le maire, d'être venu. Merci vraiment d'être présent, puis de réfléchir et de continuer d'essayer de faire avancer notre ville. Merci. Notre biorégion. Merci. Merci à la mairesse d'ailleurs de Bolton. Merci d'être ici. C'est vraiment super d'avoir des gens, des élus municipaux aussi. Merci Carole. Ensuite de ça, vous dire... j'aimerais remercier officiellement mes bénévoles et levez la main ceux qui sont bénévoles ici en ce moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Merci aux bénévoles. Le mot bénévole veut dire bienveillant. Alors, merci pour votre bienveillance, chers bénévoles. Merci à mon équipe aussi. Et je termine en remerciant particulièrement Jean-François Boilly, qui est juste devant moi, qui nous fait des grilled cheese. L'animatrice, là, il y a un bar à grilled cheese. Tous les profits vont à l'organisme. Puis tout est finir aujourd'hui. Fait que venez nous voir, on va manger. Alors, bye. Voilà, donc Jean-François Boilly nous a fait des grilled cheese magnifiques qui sont faits avec un pain maison, des produits locaux. C'est lui qui a fait le pain et qui est allé chercher les produits maison partout.